À 23 ans, elle quitte sa robe d'avocate pour enfiler l'uniforme. Quelques années plus tard, elle disparaît, ou plutôt, elle change d'identité. Mayline Camus devient agent des services secrets, une légende, comme on dit dans le jargon. Pendant 5 ans, elle va mener une double vie en réalité, une autre adresse, un autre nom, presque un autre visage, un autre passé. Dans cet épisode exceptionnel, elle revient sans filtre sur cette période hors norme, sur l'entraînement intensif qu'elle a dû vivre, les épreuves physiques et mentales, surtout imaginez, pour une jeune femme à l'époque de quelque chose comme 25-28 ans, d'à peine 50 kilos, sur ce qu'on doit dire à ses amis quand on ne peut pas leur dire la vérité sur ce qu'on fait, mais aussi sur la crise existentielle qu'a provoquée un jour la sortie du secret. Aujourd'hui, Mayline dirige un cabinet d'intelligence stratégique. Avec elle, on a parlé d'intelligence économique, ce que c'est concrètement, à quoi ça sert et comment l'information peut devenir une véritable arme commerciale. Avec elle, on a parlé d'intelligence économique, ce que c'est concrètement, à quoi ça sert et comment l'information peut devenir une véritable arme commerciale. On a aussi abordé le sujet des fake news, la manipulation médiatique et les moyens concrets pour s'en prémunir. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dirigeant, si vous êtes freelance ou simplement curieux de comprendre les forces invisibles qui façonnent nos décisions au quotidien, cet épisode est une plongée rare à la croisée de l'espionnage, de la stratégie et du discernement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mayline Camus. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Mayline, je suis enchantée de t'avoir sur le podcast, je te remercie, tu vois, je suis déjà un peu en train de me frotter les mains pour cet épisode, je pense qu'il va être haut en couleur, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir, Pauline. Je suis contente d'être là. Écoute, alors j'ai envie qu'on se projette tout de suite dans une scène d'action. Je te jette à l'eau tout de suite, tu vois. T'as pas le choix. En fait, je me suis dit, avec ton ancienne vie d'espionne, t'as forcément des histoires absolument folles. Et donc j'aimerais bien que tu me racontes un moment, si t'en as vécu un, qui soit un peu un moment sous tension, tu vois, dans un pays peut-être instable. Enfin, quelque chose que t'aurais vécu d'un peu extraordinaire qui, globalement, n'arrive qu'à des espions, donc pas au commun des mortels. Est-ce que t'as une idée qui te vient à l'esprit? Ouais, j'ai une idée. Bien évidemment, je suis soumis au droit de réserve et au secret. Mais il m'est arrivé une fois une chose qui était incroyable. On passe les frontières et c'est toujours le moment le plus difficile sous identité fictive de passer une frontière. Tu vois, tu passes. Donc en fait, t'as un faux passeport. Et ouais, t'as un faux passeport, t'as une fausse identité. C'est une légende, comme on le dit dans notre langage. Et là, on passe la frontière et je suis avec un binôme. Donc, on est une légende commune. On est censé être en couple. Tu le connais? Je le connais, on s'est travaillé. Okay. On passe la frontière et à ce moment-là, les gardes frontières, dans un pays extrêmement sensible, nous séparent. Et vous savez pas pourquoi? On nous dit, vous allez à droite et vous allez à gauche. Ben. Et là, énorme stress parce que y a que toi qui sais que t'es agent. Dans la vie normale, quand on te sépare, tu dis bon, y a bien des petites questions qu'on va me poser, puis je retrouverai mon conjoint après. Là, il y a eu vraiment une montée d'adrénaline parce que c'était le moment où on avait intérêt à être bien préparé pour les questions qu'on allait nous poser, et on n'est pas ensemble. Donc je stresse en me demandant si mon partenaire est bien préparé, et je stresse en me demandant est-ce qu'on est découvert, oui. Est-ce que il y a quelque chose, est-ce qu'on va passer un très mauvais moment. Et il s'avère
je refais tomber le soufflet, mais que c'était tout simplement des questions sanitaires. D'accord. À cette époque. Okay. Voilà. Mais là, vraiment, mon cœur a fait un énorme boom, et mon partenaire aussi. Oui, j'imagine. Mais c'est fou parce que tu vois, rien que de s'imaginer en fait avoir une fausse vie, enfin être une fameuse légende comme tu dis, c'est vrai que en tant qu'individu un peu basique que tel que je le suis, on se l'imagine pas trop. C'est difficile de réussir. Enfin, vous êtes entraîné bien sûr, mais est-ce qu'avec l'habitude quand même à la fin, ce deuxième personnage, il devient presque une partie de vous, de votre identité, ou ça reste quand même toujours vraiment un effort? Alors, c'est propre à chacun. Moi, il a pris la place de ma réelle identité. Parce que, tu vois, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui a été le plus difficile, c'est de revenir à la vie normale, de quitter ce milieu-là, parce que on s'entraîne à avoir cette identité-là. C'est une question de survie pour soi-même en tant que personne, pour la réussite de la mission, pour ne pas exposer l'État. Donc, c'est évident que on s'entraîne, on nous entraîne, on est conditionné à mieux maîtriser cette identité-là que la nôtre. T'as été donc à la tête d'unités clandestines dans des zones de guerre, et je pense que on se projette pas là aussi exactement sur ce que ça signifie. Est-ce que tu pourrais nous raconter, sans dévoiler bien sûr des secrets, enfin des choses d'État, mais à quoi ressemblait ta vie concrètement quand t'étais chef d'unité, en plus une femme, jeune, ça on va peut-être en reparler, mais dans des zones de conflit. Concrètement, ça ressemble à quoi? À quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi le job, quoi? Alors, j'étais pas sur des zones de conflit, pour le coup, j'étais sur des zones autres, parce qu'il y a deux types d'unités. Il y a les gens qui vont sur les zones de conflit, qui sont des militaires en treillis, et il y a les gens qui vont sur d'autres zones, et qui sont dans d'autres... Mais c'est encore plus difficile, parce que c'est des zones qui ne sont pas préparées, c'est-à-dire que c'est à nous de préparer la zone. Le quotidien, c'est beaucoup d'entraînement. Il y a des missions, oui, mais c'est énormément d'entraînement pour pouvoir réussir une mission. Donc, comment ça se passe quand on se lève? Il n'y a pas de routine. Il faut habiter à moins de 20 minutes de notre agence pour pouvoir très rapidement être, dès qu'on nous appelle, être opérationnel. Donc, des fois, je me rappelle avoir pris le périph' à 2h du mat'. Autant tu fais un aller-retour. Enfin, il y a pas d'horaire. Pas de règle, quoi. Par contre, beaucoup d'entraînement. Il y a aucun temps mort. Mais c'est quoi les entraînements concrètement? Enfin, alors après, j'imagine qu'il y a des choses que tu veux raconter, mais c'est, vous apprenez à tirer, vous apprenez des langues, vous apprenez à vous mettre dans des personnages, enfin, pour qu'on visualise. Ouais, alors tu as les langues, bien évidemment. Tu as, dans l'entraînement, c'est surtout être ensemble. Parce que, comme je te l'ai dit, tu as des légendes, mais c'est comment on travaille tous ensemble, comment on se place, comment on a l'habitude de communiquer les uns avec les autres de façon neutre et non visible, comment on appréhende un lieu, comment il y a de la technique, il y a de la technologie, maintenant il y a des caméras dans les villes, etc. Donc, si tu veux, les entraînements, c'est comment travailler en équipe, tous ensemble, sans que ça se voit, et de façon très fluide. Et surtout, s'il y a un contrôle, nos légendes, elles tiennent le coup, elles tiennent la route. Et après, derrière, oui, il y a des métiers qui sont étudiés comme les langues, la géopolitique, etc. Ouais, j'imagine pas mal de choses. Tu as fait ça pendant combien de temps au final, Méline? 5 ans. 5 ans. Et tu décides à un moment donné de quitter cette vie. Pourquoi ce choix? Alors, je dis toujours, c'est un divorce entre deux personnes qui s'aiment. J'aimerais toujours l'armée, j'aimerais toujours l'institution, enfin... Tu vois, quand t'as vécu ce genre de vie, t'es marqué au fer rouge pour toujours. J'ai décidé de quitter parce que c'était le moment. J'avais un contrat de 5 ans, soit je le renouvelais ou pas. Et quand j'ai voulu le renouveler, on me proposait d'aller en état-major. Et moi, c'est-à-dire en gros plus sur le terrain. Plus sur le terrain. C'est la voie d'un officier. J'ai été officier. Un officier, au bout d'un moment, il doit quitter le terrain pour aller dans la voie de commandement en état-major pour piloter les équipes et être dans des sphères plus stratégiques de réflexion. Sachant que je parlais un peu russe, que j'avais des diplômes en géopolitique, ma place, au bout d'un moment, devait être dans un bureau. Et moi non. C'est pas ta cam. Je ne suis pas je ne peux pas trouver de juste milieu. C'est tout noir ou tout blanc. Malheureusement, j'étais très opérationnelle et j'aimais les hommes avec lesquels j'ai travaillé, et je ne me voyais pas les commander d'une tour d'ivoire. Parce que j'avais peur, en les commandant d'une tour d'ivoire, donc de plus être avec eux, d'être frustrée, de les voir partir sans moi. Et c'est vrai, il faut assumer ça, ce sentiment, de les voir partir sans moi, de devoir les commander, de leur imposer des obligations qui sont des contraintes d'état-major sur le terrain, alors que j'étais sur le terrain, et que je me rends compte que les contraintes d'état-major sur le terrain, elles sont parfois ubuesques. Je me voyais pas être cette personne-là, et quand on est frustré et qu'on commande des hommes, là on devient aigri, et ça se passe très mal, ça se passe très mal pour soi intérieurement, et puis nos équipes. Donc
je me suis dit, si j'ai un doute, il n'y a pas de doute, autant quitter et faire autre chose. Oui, t'avais envie de garder une belle relation aussi avec toute cette période, quoi. Et cette image-là. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté les armées en étant une opérationnelle. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Et alors, à l'inverse, je suis obligée de te demander évidemment comment est-ce que t'es arrivée à devenir espionne, et d'abord en commençant par l'armée, parce que si je me trompe pas, t'as commencé en fait ta carrière dans l'armée, c'est bien ça? J'ai commencé ma carrière dans le droit. Dans le droit, tu oui. vois. Oui. Je suis renseignée. Mais c'est pas grave. Je suis juriste en droit des affaires à l'origine, donc moi j'ai un master 2 en droit des affaires. Je commence dans les entreprises, je commence dans les cabinets d'avocats, et un jour j'organise un licenciement économique dans une boîte américaine. Et j'avais 24 ans et je me dis, waouh, mon métier ça va être ça, faire des licenciements économiques parce qu'il y a un fonds d'investissement qui veut racheter la boîte. Et je me dis, bon, c'est un peu fade à mon goût. Et donc je vais pour m'engager pour être réserviste. Non mais attends, on passe quand même pas de juriste en droit des affaires à réserviste comme ça. Enfin, il s'est passé quelque chose. Alors, tu peux pas là. Je peux pas. Tu peux pas skip tout ça. D'une famille de militaires. Voilà, je suis issue. Donc t'avais quand même vu à quoi ça ressemblait cette vie. Je savais à quoi ressemblait cette vie. Parce que ton papa, ça a été militaire. Oui, mon papa était militaire, il était soldat, donc militaire du rang. Et donc moi, j'ai grandi comme enfant de soldat pendant toute ma jeunesse. Et ça veut dire qu'il voyageait énormément ou il pouvait rester... Voilà, il pouvait partir en opération. Il y a beaucoup d'absences, d'astreintes, de contraintes qui sont celles des opérationnels. Et je n'aimais pas du tout cette vie. Ah ouais. Je n'aimais pas du tout cette vie, l'absence d'un papa, une maman qui doit gérer une maison toute seule, donc ça me plaisait pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, quête de sens. Tu sais, en fait, je pense que nos parents, ils plantent des petites graines dans nos têtes quand on est enfant, et dans l'espoir que ça germe. Et je crois que mon père, il s'est dit, j'espère que ça germera un jour. Et donc je me retrouve à 24 ans en me disant, je veux servir une cause plus grande, et être réserviste, c'est un bon compromis. Je continue ma vie civile dans laquelle j'étais très épanouie et j'ai un sens en étant réserviste et en aidant les armées et en servant sous le drapeau. Donc réserviste, pour qu'on comprenne, ça veut dire que tu continues à avoir une activité professionnelle civile, mais on peut t'appeler en cas de problème. Exactement. En fait, c'est même mieux organisé que ça. Quand tu es réserviste, tu continues ton emploi actuel et avec l'armée, tu as un contrat qui te donne le nombre d'heures et les jours auxquels tu peux être convoqué. D'accord. Donc en fait, tu dois aussi, c'est un contrat avec ton employeur, et tu te dis, bah écoute, tous les lundis du mois, tous les premiers lundis du mois, bah, je vais servir à la réserve opérationnelle, donner de mon temps. D'accord. Et donc c'est un contrat, donc chacun trouve son compte. Et donc c'est ce que je voulais faire, je trouvais que c'était un bon compromis. Et il s'avère que quand je suis allée taper aux portes, on m'a dit, bah non, c'est pas possible parce que les candidatures c'est dans un an. Ah. Alors, aujourd'hui, à 32 ans, je suis une grande impatiente. À 24 ans, c'était dangereux. C'était la tornade. C'était la tornade. Donc, je lui ai dit, ah, mais moi, je peux pas attendre un an. Donc, je m'engage. Et j'avais consulté personne. Donc, j'étais venue pour de la réserve. Donc, je dis, et je m'engage. Et là, il me regarde, il dit, mais vous êtes sûr? Oui. Oui, oui. Donc, on a le droit, en fait, d'aller quand même débarquer et de s'engager à tout moment, pour le coup. Bien sûr. Okay. On arrive, on dit on s'engage, et bon, alors il vous demande quel est votre projet. Ouais. Donc moi, j'ai réfléchi à mon projet. Je lui dis, bah le même projet que je voulais être juriste réserviste, bah maintenant je vais être juriste engagé officier. Ok, très bien. Donc il ouvre son fichier Excel et il regarde s'il y a des places. Et tu prévoyais à ce moment-là d'avoir les deux activités en même temps, de rester quand même dans le monde du droit et en parallèle d'être... Exactement. Okay. En fait, mon projet initial, c'était bah je vais faire du droit au sein de l'institution, je sers, et puis après bah mon projet secret de devenir avocate. Voilà. Au bout de 5 ans, je savais que j'allais revenir dans la vie civile potentiellement. Et donc, je m'engage en tant que juriste, officier juriste. Et ça va partir dans tous les sens. Parce que bah, je fais ma formation initiale, donc j'ai un poste. Ouais. Je suis engagée à Paris, à Ballard, au ministère des Armées. Donc j'ai un poste qui m'attend, avec un employeur qui m'attend. Et je fais toute ma formation militaire à Saint-Cyr. Et là, bah, on apprend... le combat, donc effectivement on apprend à tirer avec toutes les armes, on apprend le combat, on apprend à se battre, on apprend à la difficulté. Donc t'as jamais fait ça de ta vie, parce que c'est pas parce que t'as un papa qui était soldat que tu sais tirer, quoi. Non, alors je savais tirer parce que oui, je m'étais un peu entraînée. Okay. Je savais ce qui allait m'attendre, donc je m'étais préparée quand même un petit peu à tout ça, parce que j'avais demandé, et je me dis bon bah finalement je m'engage, finalement je pars dans 2 mois à Saint-Cyr, faudrait peut-être me préparer. Donc là, je m'étais un petit peu préparée, mais tu n'es jamais préparé à ce que tu vas vivre. C'est très intense. C'est très intense parce que t'as le physique. Là, physiquement, j'étais préparée, mais t'as le mental. Dormir dehors, avoir froid, avoir faim, être déstabilisé, les cadres, bah, ils te sortent de ta zone de confort, enfin, on te met en situation de guerre. T'as beau l'avoir pensé, le réfléchi dans ta tête,
tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est. T'as un souvenir d'un exercice particulièrement difficile que t'aurais vécu? Ouais. Mais que j'ai adoré. Tu me racontes? Ouais. À la fin de notre grand stage, on fait 50 km, on marche avec le sac à dos, les armes, on fait un stage commando et c'est le moment de rentrer au camp. Donc, on n'a pas mangé. Parce qu'on n'a pas de rations de combat, on a des rations de survie qui sont des cubes de sachets que tu mets dans de l'eau pour essayer un peu de te donner de la consistance. On n'a pas dormi en fait, on était dehors, il fait froid, enfin, c'est dans des conditions. Puis les sacs, ça doit peser une tonne en plus. Oui, puis moi je fais 49 kilos. Ouais. Donc par contre le poids du sac c'est le même pour tout le monde. Et le poids des armes c'est le même pour tout le monde. Et ça pèse combien tu dirais? Bah ça pèse une trentaine de kilos selon. Donc la moitié de ton poids quoi. Bah moi ce que je faisais c'est que je mangeais pas, je prenais pas mes rations, je les donnais aux autres, donc ils portaient les rations qu'ils allaient manger. Moi j'avais décidé de pas manger pour pas avoir porté ce poids de nourriture. T'as pas pris de douche, l'hygiène, hein, on se rend pas compte, mais quand t'es sale pendant 5 jours, c'est vraiment, il y a tout qui se détruit en toi. Et on arrive là et à ce moment-là, on nous invente un blessé. On nous dit, soldat intel, tu vas être blessé. Donc ce qui signifie que les cadres choisissent la personne la plus grande et la plus lourde de la section pour être la personne blessée. Tu ne laisses jamais un blessé au combat, tu le portes. Donc tout le monde devait porter à tour de rôle le soldat blessé, donc le plus lourd, le plus grand évidemment, sinon c'est pas drôle, dans un état de fatigue émotionnelle et de faim et d'irritabilité extrême. Et là on me dit, Maëlyn, tu prends le commandement de cette unité-là et tu exiges que toute ta section arrive d'un point A à un point B en portant la personne et tu dois réussir cette mission. Et ça a été un moment où moi j'étais dans ma bulle, je m'étais dit je serre les dents, je vais faire les 9 km qui restent dans ma bulle en étant... Et là non, en fait j'ai un rôle à jouer. Et là ça me réveille de mon truc et je me dis comment je vais faire. Et me voilà en train de crier, de motiver, de faire tourner les gens pour porter notre blessé, etc. pendant 9 km. Et ça a été un vrai succès et ça a été très dur au départ, mais j'en ai tiré une grande satisfaction parce que tout le monde a joué un rôle et même les blessés ont porté les blessés. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission de commandement. D'ailleurs, j'ai eu 18 ce jour-là pour cette note parce que ça en était évalué. Mais ça, c'était vraiment un moment intense dans ma formation que j'oublierai jamais. T'as vécu à ce moment-là une forme de peur, de syndrome de l'imposteur, ou en fait t'as pas eu le choix, tu t'es lancé dans l'action parce que on peut imaginer, en plus qu'on te demande de faire le commandement avec cette troupe que tu devais connaître, mais c'est pas évident. Et je te pose la question parce que n'importe qui, en fait, à ce moment-là, c'est un rôle pas facile à jouer. C'est un rôle difficile. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, je l'ai découvert quand j'ai quitté les armées. Et on en parlera, mais à l'armée, t'as pas le temps de ce genre de choses. Dans l'opérationnel, dans la douleur, dans le rythme, t'as pas le temps de te poser les questions si t'es légitime ou pas. Tu reçois un ordre, tu exécutes un ordre. On te le fait, ouais. Ton chef te donne un ordre, tu l'exécutes, parce que quand on te désigne, tu as 30 regards, qui sont ceux de ta section, qui te regardent et qui disent « à toi de jouer ». Bon courage, amène-nous au point final, parce que nous on en a marre. Et donc, tu n'as pas le temps de te poser cette question-là, parce qu'en plus de ça, tu es dans l'école du commandement, tu es dans l'école des chefs, tu es ici pour devenir chef et commander une unité, donc tu n'as pas intérêt à te dérober à ce devoir, enfin, tu es là pour ça. Donc, tu te poses pas cette question, t'y vas, et avec le recul maintenant, quand je me pose un peu plus de questions sur le syndrome, l'imposteur et ça, je me dis waouh, je l'ai fait, et ça sera toujours mon highlight, tu vois. Quand des moments de doute, je me dis ça, je l'ai fait, personne me l'enlèvera. Bah, j'allais te dire, ça doit être quand même une sacrée fierté, et puis t'as dû a posteriori, en tout cas peut-être le rationaliser en te disant, bah en fait, je suis légitime pour être un leader, enfin pour faire du commandement. Ouais. C'est assez fou quand même cette histoire. Une autre question que je voulais te poser quand même sur cette période, c'est, tu le disais, tu es toute menue, une jeune femme à ce moment-là en plus. Je peux imaginer que c'était peut-être pas forcément facile, même au niveau de l'ambiance et de ce que t'as vécu. Enfin, quand tu t'engages déjà, les gens te regardent un petit peu et te toisent de la tête aux pieds en se disant non mais elle va jamais tenir le coup. Ça a été pour toi plutôt un moteur justement, le fait d'être différente et de devoir t'adapter parce que on peut imaginer que c'est plutôt des grands gaillards. Oui. Enfin, c'est peut-être complètement stéréotypique ce que je dis, mais tu rentres pas dans la case. Ça a plutôt été un moteur pour toi cette différence. Ça a été difficile. Est-ce que tu peux m'en parler? Un vrai moteur. J'en ai toujours fait une force. Et tu as tout à fait raison. Il y a une sorte de discrimination qui est masquée ou pas. Mais quand j'ai voulu m'engager, moi je voulais aller en unité. Je voulais être juriste en unité et pas juriste en état-major. Et mon recruteur m'a dit. Donc en unité, c'est-à-dire sur le terrain. Oui, au moins en fait être juriste dans une unité, dans un régiment. Donc ça veut dire où il y a des hommes qui vont sur le terrain. Donc on s'entraîne, on porte le treillis et on n'est pas en uniforme de bureau. Et le recruteur m'a dit
vous êtes trop belle pour aller en régiment. Non, mais c'est pas une blague. Vous êtes trop belle, trop mignonne pour aller en régiment. Votre place, elle est en état-major. Qu'est-ce que tu réponds? J'ai répondu d'accord. Très honnêtement, j'ai répondu d'accord. Moi, je veux m'engager, d'accord. Et ça, sur le moment, c'est tellement, tu vois, quand on te le dit, c'est tellement stupéfiant, tu te dis, mais comment on a pu me dire ça? C'est après, quand tu réfléchis, que tu dis, j'aurais dû lui dire ça, c'est jamais sur le coup, tu réponds pas toujours du tac au tac, à 24 ans, tu veux t'engager, t'as un militaire en face de toi, tu te dis, bon, ok, je serais mangé à cette sauce-là. C'est après, avec l'âge et l'expérience, tu te dis, mais ça, c'est quand même pas normal. Et donc, je n'ai pas eu le droit d'aller en régiment pour ça. Donc ça a été une discrimination, mais que j'ai accepté, que j'ai fait. Et après, j'en ai fait une force et je me suis motivée parce que déjà, il y a plein de nanas dans les armées et il y a plein de personnes qui ont pas le physique du force spéciale comme on peut l'envisager. Donc, entre nous, on se soutient. On dit ça, les petits, les fins de section, on se soutient. Ceux qui font en dessous du 1m70, on est une team. Parce qu'on est soumis aux mêmes exigences que ceux qui font 1m80 et 90. Mais on a aussi un avantage. Moi, j'étais le chat maigre, ce qu'on appelle dans les armées. C'est-à-dire que j'étais, je sais bien me mouvoir, Tu peux passer peut-être dans des petits trucs. Je peux passer, je suis agile, quand il faut faire des tractions. Mais je suis hyper forte en traction. Je dois pas porter 80 kilos qui est celui de mon voisin, je dois porter les 49 kilos qui sont celui de mon corps. Donc non, j'en ai fait une force parce qu'on a besoin de tous les profils. Et puis après, de toute façon, quand je suis rentrée dans les services de renseignement, c'est exactement ce qu'on voulait, quelqu'un qui ne ressemble pas à une militaire. Et alors, comment tu rentres dans les services de renseignement? Je pense que ça, c'est le fantasme que tout le monde, tu vois, a. C'est de se dire, un jour, je vais être contacté par les services secrets, concrètement, pour travailler. Comment ça se passe concrètement? Toi, t'étais dans l'armée, donc il y avait un petit biais, mais... Alors, je ne connaissais pas du tout les services de renseignement avant que je rentre à l'armée. Même les séries d'espionnage, j'étais plutôt Xena la guerrière que détective privé. Terrain. Ouais, moi je voyais que le terrain, j'avais qu'une envie, c'était sauter en parachute, faire des montagnes, enfin voilà. Donc moi en fait, ce qui se passe c'est que quelqu'un me repère en me disant mais t'en veux trop quoi, tu t'entraînes au sport, t'es bonne au combat, etc. Tu n'as rien à faire dans les bureaux. C'est après, en arrivant dans les bureaux, que des chefs m'observent et me disent mais bats-toi pour faire autre chose, tu es gâché dans un bureau parce que t'es une vraie opérationnelle. Tu t'entraînes, t'en veux, c'est vrai que moi j'ai la niaque. Et donc, à ce moment-là, c'est toujours, dans ces histoires-là, quelqu'un qui va croire en vous. C'est une belle rencontre. Et là, il y a une personne qui me dit, tu es faite pour ça, renseigne-toi sur ce que c'est. Et donc, de fil en aiguille, je vais me renseigner. En me disant, on m'a dit ça, qu'est-ce que c'est quoi les services de renseignement? Et je me renseigne petit à petit sur ce qu'est les services de renseignement. Et effectivement, les gens autour de moi me disent, mais tu as tout à fait le profil. Et quand je me renseigne, on me dit, tu as le profil, mais il y a 2 conditions. La première, on va venir te chercher, mais t'as intérêt à t'entraîner. La seconde, apprends une langue étrangère ou des spécialités particulières. Et quand on dit entraîner, c'est entraîner physiquement pour que tu sois capable de... On te dit pas à quoi. D'accord, donc entraîner, mais c'est même pas ce que ça veut dire. Et quand tu poses la question, entraîner à quoi, on te dit entraîner. Tu te débrouilles. Et... Pratique. Donc entraîner et apprendre une langue étrangère, une spécialité particulière. Donc je me suis dit ok, je vais faire les 2. Et on m'a surnommé le moine soldat parce que pendant plus d'1 an, je me suis enfermée, je me suis coupée de tous mes amis, de ma famille. Donc t'avais décidé que tu voulais y aller, quoi. Bah ouais. Okay. Je m'étais dit on me tend un bâton, on ouvre une porte. Par contre, j'aurais qu'une chance et qu'une opportunité de la passer. Et donc apprendre une spécialité différente. Par contre, ils expliquent qu'on te donnera ni de temps pour le faire, ni d'argent. Donc moi, je suis quand même en poste. Donc pendant mes vacances, je pars en Lettonie, à l'université de Saint-Pétersbourg pour apprendre le russe, sur mes deniers personnels. Et à l'époque, j'étais soldat, quoi. Le russe, en plus. Ouais. Au moins, tu sais où tu vas être envoyé après, quoi. Voilà. Et je voulais une langue différente de ce qui se trouve déjà dans les services de renseignement. Et je me forme en géopolitique du Caucase, en crime organisé, etc. Donc ça, c'est les diplômes. Et en parallèle, entraîner. Et je me suis dit, je vais m'entraîner muscu, tir. Donc je me mets à sauter en parachute, je passe mes brevets de parachute toute seule dans le civil, avec mes deniers personnels sur mon temps perso. Incroyable. Je me mets à la plongée. Le combat, je savais déjà faire. Donc en fait, vraiment, à ce stade, tu ne sais pas, et donc tu dis qu'est-ce qui peut être utile. Exactement. Quoi. Et il y avait des conditions pour être apte à sauter en parachute. Il faut faire 55 kilos. Donc je me mets à manger.
Mais non mais si, je me mets à manger, je me dis mais comment je vais pouvoir faire 55 kilos dans les poches. Mais ouais, sauf que on te pèse en sous-vêtements, donc je me suis dit je vais mettre des poids dans mon soutien-gorge, mais vraiment j'ai essayé de me dire comment je vais faire, et je mange, et je prends des protéines et je m'entraîne, etc. Je suis jamais arrivée aux 55 kilos, vraiment jamais de ma vie. J'arrive à 53 kilos, donc c'est assez limite, avec une promesse de reprendre du poids, d'être accompagnée sur ça. Je saute en parachute, je fais de la plongée, je me mets à faire je m'entraîne au tir, je m'entraîne, voilà. Parce que je ne sais pas, on me dit entraîner, on me dit pas à quoi. Et un jour, vient les tests, et là, je les passe avec brio. C'est surtout, comment je les passe avec brio, c'est qu'en fait, j'ai senti que c'était ma place. J'ai kiffé, j'ai pas eu peur. Je me suis sentie à ma place, je me suis dit, mais je suis faite pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'à l'issue des tests, on m'a dit, mais, t'es faite pour ça, tu t'entraînais à ça, et parce que les tests n'ont rien à voir avec ceux. Donc en fait, c'est pas de la plongée, du saut en parachute et compagnie, quoi. Non, je m'étais fait une image. On n'a pas le droit de savoir. On n'a pas le droit de savoir parce que c'est vraiment super de le découvrir, mais c'est pas ça. Et je me rends compte que c'est tout à fait autre chose, sur lequel je m'étais pas entraînée, mais qui était tout simplement naturel chez moi. Et c'est ce qu'ils avaient décelé. Et que je pensais qu'ils m'avaient décelé parce que je savais faire beaucoup de traction. Et pas du tout. Et donc là, je rentre, et je signe, et surtout, on me dit, donc tu as reçu les tests, est-ce que tu veux intégrer? Je dis oui, pourquoi faire? Et la même chose que pour l'entraînement, tu signes et tu sauras. Donc je dois signer sans savoir. Ah là là. Oui. Je signe. Et tu sais pour combien de temps? Je sais que j'ai 5 ans. D'accord. Donc au moins tu connais la durée, mais tu sais pas ce que tu vas faire pendant 5 ans. Non. Et à quelle sauce je vais te manger. Et c'est ça qui est incroyable. Mais pour ça, il faut avoir une vocation à donner sa vie, sa jeunesse et ces années-là au service de notre pays. Et c'est aussi ça qui fait le tri. Bien sûr. J'imagine que dans les fameux tests, il y a quand même une vraie vocation à avoir, et pas à le faire pour les mauvaises raisons. Bien sûr. Parce que c'est cool et que t'as envie de ressembler à James Bond, quoi. Ouais, non, c'est pas un hobby, hein. C'est pas un hobby, même si ça alimente cette image, vraiment, c'est un fantasme, on se dit James Bond, etc. Non, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. C'est palpitant, mais c'est pas drôle. Tu sais, j'ai déjà eu sur le podcast Alain Juillet, à 2 reprises d'ailleurs, qui est absolument exceptionnel, et d'ailleurs j'invite toutes les personnes aussi qui apprécient notre conversation à aller écouter aussi l'épisode avec Alain, puisqu'il a été quand même directeur de la DGSE et donc espion toute sa vie, quoi, globalement. Et en fait, lui il me racontait donc typiquement sa famille, etc. n'était pas au courant pendant toute cette période de double vie qu'il avait une double vie, et donc il avait réellement une double vie, c'est-à-dire qu'il avait un métier. Comme ça, mais vraiment en fait un temps plein, quoi. Enfin, pas un petit métier. Ouais. En plus très fort, parce qu'il a été jusqu'à quand même directeur de Marks & Spencer, enfin vraiment des grands métiers. Et en parallèle de ça, il avait cette double vie. Et donc toi, pour que je comprenne, pendant ces 5 années, t'avais aussi une double vie, ou t'étais full-time espionne? Moi, j'étais full-time. Et je menais pas une double vie parallèle. En fait, il y a plusieurs catégories d'espions. Je menais pas, moi j'étais une opérationnelle, donc je m'habillais, je me déshabillais pour la mission. D'accord. Si on veut prendre l'image. D'accord. Je m'habillais, je me déshabillais avec ma cape d'espionne sur des missions ponctuelles et bien déterminées sur des savoir-faire très spécifiques. Et tu vas à un dîner avec des copains, t'as le droit de dire moi mon métier c'est espionne. Alain a vraiment raison sur ça. Parce qu'on le dit bien. Franchement, on se dit alors, un peu. Pour notre bien-être psychologique, on nous dit vous avez le droit de le dire à une personne. D'accord. En fait, surtout si on a un conjoint, quelqu'un qui partage notre vie. Donc on a le droit de le dire à une seule personne. À l'époque, donc je l'ai dit à mon mari. Mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est un regret parce que j'ai menti à tout le monde. Ah ouais. Tu disais quoi? Mais que j'étais officier à Ballard. D'accord, donc t'étais quand même dans l'armée. Oui, ça c'est le grand mytho qu'on sort à tout le monde, quoi. Je suis dans les bureaux, je fais rien d'intéressant, me posez pas de questions. Mais tu m'as vu en tout cas. Ouais, voilà, c'était ça, et puis en fait c'est pas intéressant, les gens connaissent pas, donc ils posent pas de questions finalement. C'est rigolo. Pour reparler maintenant de la suite de ta carrière qui ne s'arrête pas et qui est toujours aussi palpitante et pleine de rebondissements, tu as dit, il me semble, avoir eu, quand t'as quitté le monde de l'armée, autour de 32 ans, d'avoir des formes de troubles identitaires, ou en tout cas que tu t'étais un peu cherché quand t'as arrêté en fait toute cette vie, parce qu'en fait on peut imaginer que c'est tellement intense, t'es tellement dedans, en plus il faut y mettre vraiment tout son cœur en fait, que c'est vrai que le jour où t'arrêtes, et j'ai compris que c'était un cap, que t'avais envie de passer à autre chose, mais c'est vrai que tu te retrouves peut-être face un peu à une
page blanche en fait quand ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais c'est très difficile et je suis contente que tu me donnes la parole sur ce sujet-là parce que il faut en parler et c'est important quand on est agent ou quand on sert l'institution, donc pas forcément en étant agent, mais aussi ceux qui ont fait de l'opérationnel dans les forces spéciales, etc. On a voué notre vie, en tout cas les années qui sont passées, à servir. Notre identité, c'est d'être soldat, c'est d'être au service du drapeau, c'est nos équipes, c'est nos hommes, c'est les femmes qu'on a commandées, c'est les hommes qu'on a commandés. Ça, c'est notre vie, c'est notre quotidien, et c'est tellement exigeant qu'en fait, c'est aussi, on n'a rien d'autre que ça. J'ai un de mes soldats qui disait, mais Maëline, moi, j'ai même pas une plante verte qui survit chez moi. Comment tu veux que j'ai quelqu'un dans ma vie? Ça m'a fendu le cœur, et c'est vrai, parce que moi, quand j'ai quitté, même si c'était pas préparé finalement parce que c'est arrivé assez de façon spontanée et donc j'ai rien préparé, je me suis dit bon bah on verra et c'est le bon choix au bon moment, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et là c'est vrai que ça a été une vraie, pas descente aux enfers, mais ça a été vraiment très dur. Ça a été qui je suis, parce que quand vous quittez les services de renseignement vous y retournez plus, donc vous revoyez plus vos équipes, ils sont sur le terrain, ils ont autre chose à faire et puis ils peuvent pas partager cette vie là avec vous, vous en faites plus partie, vous avez plus le droit d'en connaître, donc vous êtes livré à vous-même. Qui je suis, qu'est-ce que... Reprendre son prénom. Reprendre son prénom, plus personne vous appelle par votre autre prénom. Et votre vie, qu'est-ce qu'elle est fade. Et moi j'assume totalement, et je l'ai dit à mon époux, j'ai dit mais elle est fade notre vie. Et il a dit mais c'est dur ce que tu me dis, ça veut dire que la vie que je t'offre, elle te plaît pas. Je dis c'est pas ça, mais par rapport à la vie que j'avais avant, et quelle tristesse à 30 ans de se dire qu'on a l'impression d'avoir tout vécu et que la vie elle n'a plus de saveur. En fait, c'était vraiment ça, je trouvais que ça avait plus de saveur parce que ouais, j'étais chez les moldus quoi. J'étais chez les moldus et c'était difficile et ça a été vraiment un gros travail personnel parce que maintenant c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire je kiffe et c'est une nouvelle aventure et c'est l'aventure entrepreneuriale qui m'a redonné un souffle aussi et c'est vraiment ouais, il y a ce ballottement. Et il faut pas le négliger quand quelqu'un quitte l'institution, quel que soit le poste qu'il a occupé, ce ballottement de se dire je suis plus dedans. Et même si c'est un choix qu'on a fait nous, qu'on nous a pas imposé, qui je suis maintenant et comment je vais pouvoir servir autrement, parce que ça on l'a en soi. Quand j'ai quitté, mon chef m'a dit mais tu sais, on peut servir notre pays autrement que sous le drapeau. Et j'ai pas compris sa phrase sur le moment. Quand j'ai dit que je partais, que j'allais servir à rien, mais que c'était un choix. Et il m'a dit, on peut servir notre pays autrement que sous le drapeau. Et c'est comme ça que j'ai monté ma boîte. Mais sur le moment, oui, c'est très difficile. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui traversent ça. Et ils peuvent venir taper à ma porte, on peut en discuter ensemble. Maëline, qu'est-ce que t'as fait concrètement pour t'en sortir, ou qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là? Des rencontres. Alors, à ce moment-là, je suis tombée enceinte, j'étais maman. Donc je suis devenue maman, donc par la force des choses, tu tiens le coup. Parce que oui, t'as pas le choix. Y a un petit truc comme ça qui compte sur toi, donc mais c'est dur, mais en même temps c'est ce qui te donne, j'ai pas le choix. Et les rencontres, j'ai rencontré plein de monde entrepreneurs qui m'ont donné envie de vivre cette aventure là et qui ont cru en moi, qui se sont dit mais c'est dingue ce que t'as fait, tu peux pas balloter comme ça, tu peux pas douter de toi, fais-toi confiance, regarde l'entrepreneuriat c'est une super aventure. Il y a des hauts, il y a des bas, tu sais pas de ce que ça sera fait demain, c'est la même chose, il y a plein de choses et c'est les rencontres. Ma mentor, Martine Abou, que j'ai rencontrée, qui m'a mis un énorme coup de pied aux fesses, qui m'a montré que c'était possible d'y arriver. J'ai rencontré sur mon chemin beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance et je les remercie et qui ont témoigné aussi leur parcours. Et donc grâce à eux, je me suis dit mais arrête de regarder devant ton petit nez, regarde tout le champ des possibles qu'il y a. Il existe énormément de chemins d'aventure que tu ne connais pas et que tu n'as qu'à découvrir. Parce que quand tu quittes le monde des renseignements, tu n'as pas de plan B. C'est-à-dire non. que tu ne sais pas pourquoi tu sais que tu veux arrêter, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire. Absolument pas. J'ai fait un bilan de compétences en arrivant en disant je vais être fleuriste. Pourquoi ouais, pas. et je me suis dit, tu sais, comme là c'est vraiment comme dans les films où les anciens agents ils ont une ferme avec des moutons, ils sont isolés. Ben moi je voulais pas qu'on m'embête. Tu voulais passer à 180 degrés de l'autre côté. Ouais, exactement. Et mon bilan de compétences, c'est un monsieur remarquable qui m'a regardé avec des yeux ronds en me disant mais les tests que vous venez de passer, votre CV, votre témoignage, votre parcours, pourquoi Et donc il m'a lancé un défi. J'ai beaucoup aimé. Il m'a dit je te donne 5 ans pour être entrepreneur dans l'intelligence économique. Ah, incroyable. Et si dans 5 ans,
ça ne te plaît pas cette aventure, si tu vibres pas, si je t'accompagne, je te promets, je t'accompagne à devenir fleuriste. Et j'ai accepté le challenge. Je lui ai dit Arnaud, ok, je signe. Et c'est quoi l'intelligence économique? J'ai quand même dit ça parce que j'ai dit c'est bizarre ton truc. Donc et je me suis renseignée, je me suis lancée comme ça. J'allais te demander justement en fait quel a été le cheminement ou le déclic qui fait qu'à un moment donné tu te dis tu vas être entrepreneur dans l'intelligence économique. On peut imaginer le lien avec tout ce que tu as fait parce que c'est aussi du renseignement mais donc économique, mais néanmoins c'est quand même un cap de créer son entreprise, de se lancer. Ah mais vraiment, mais ces échanges-là, ils m'ont donné envie de m'intéresser à la matière. Quand il m'a parlé d'intelligence économique, il m'a dit... Donc c'est lui qui t'a fait découvrir le thème en fait. Oui. C'est ce monsieur au bilan de compétences. C'est fou, hein. Ouais, mais comme quoi ça, tout peut être c'est le détail. Voilà, des fois c'est le hasard, c'est le détail, c'est l'univers qui t'envoie des choses. C'est ce monsieur donc il me dit ça et il me dit renseigne-toi et je vais te donner le nom d'une personne que tu vas rencontrer de ma part qui fait de l'intelligence économique. Et donc j'ai échangé avec cette personne et après je me suis dit bon je vais multiplier ça fois 10, 100 et j'ai rencontré une soixantaine de personnes qui font de l'intelligence économique pour leur dire c'est quoi. Est-ce qu'il y a un super moyen de se renseigner sur un... En fait, j'ai fait du renseignement. Ouais. J'ai dit, c'est quoi? Et ça ressemble à quoi? Et donc, je me suis dit, ok, je vais devenir salarié en intelligence économique. Et après, j'ai monté mon projet en me disant, mais non, j'ai envie de liberté. Moi, avec ce que j'ai vécu, tu me mets pas dans une boîte et pas tout de suite, en tout cas. Donc, je me suis dit, non, il faut que je crée mon propre univers. L'intelligence économique, ça me plaît beaucoup. Effectivement, ça ressemble énormément à ce que j'ai fait. Mais ça a besoin d'être démocratisé. J'ai mis 60 experts pour comprendre ce que c'était. Comment tu veux convaincre un dirigeant? Non, mais exactement, il y a un besoin. Comment un dirigeant peut, dans son quotidien, comprendre ce que c'est? Enfin, bon, à part ceux du 440, mais comment tu peux t'y intéresser? C'est aride comme sujet, c'est pas très sexy. Le nom en lui-même, il définit très mal la matière. Les acteurs, ils sont durs à trouver. Moi, j'ai réussi à trouver des acteurs parce que je me suis présentée comme ancienne militaire, donc on t'ouvre des portes, mais on a un problème, on va taper où, etc. Donc là, je me suis dit, il y a un besoin, celui de démocratiser, de voir un petit peu, de rendre l'intelligence économique, de le prendre sous un autre angle, peut-être plus moderne, et je ne pouvais pas être salariée, en tout cas, là, c'était pas le bon moment, en tout cas, dans ma psychologie, il fallait que je garde cette indépendance pour pouvoir continuer à cheminer, donc j'ai monté ma boîte. Alors justement, je vais t'en parler et j'aimerais comprendre, puisque maintenant tu as l'expérience d'avoir 60 personnes qui t'ont expliqué ce que c'est, et en plus tu as créé une boîte dans l'intelligence économique, c'est quoi l'intelligence économique? Eh bien tu sais, moi j'aime le résumer en une phrase, c'est trouver le bon renseignement au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Et là tu te dis, ok, et donc et donc tu as plusieurs cas pratiques dans lesquels tu peux aller appliquer l'intelligence économique. Pour moi, il y a tout ce qui est anticipation. Tu as un business et tu veux percer tu veux lancer un produit. Je te donne un exemple. Tu veux lancer un produit en intelligence économique, et pour l'intelligence économique, comment tu l'appliques quand tu veux lancer un produit? Eh bien, tu vas te renseigner sur ton marché, faire une cartographie des acteurs qui sont autour de toi, cartographier un petit peu les concurrents, les parties prenantes, étudier, prendre le pouls du marché, et aussi le besoin client. Et il y a une histoire que j'aime raconter, qui est incroyable, c'est les vélos cargo Gaïa. Tu vois qu'on voit partout à Paris. Ouais. Elle, quand elle a lancé son business, elle a fait de l'intelligence économique sans savoir qu'elle a fait de l'intelligence économique. Parce que j'ai écouté, en fait, un témoignage de cet entrepreneur, et quand elle l'a témoigné, j'ai dit, mais elle a fait de l'intelligence économique de façon très naturelle. Elle a pris le temps d'aller voir quel était le besoin des clients sur le marché qui était extrêmement saturé. Et elle a fait la différence en montant son business de façon totalement différenciante par rapport à ses concurrents. Elle a pris le temps de se renseigner. Ça, c'est une mission d'anticipation économique quand tu veux lancer un business ou faire une étude de marché. Tu as aussi l'anticipation sur les risques. Oui. Tu fais de l'intelligence économique quand tu veux anticiper un risque. Les risques cyber, je prends cet exemple-là parce qu'il est très simple. Ok, aujourd'hui j'ai une boîte, je gère des données qui sont confidentielles, celles de mes clients, ou du moins je veux protéger mon savoir-faire, parce que je me suis donné du mal en R&D pour avoir un savoir-faire. Les secrets de la boutique, ça serait bien qu'elles traînent pas sur le net, ou qu'elles soient pas captées de façon insidieuse. Eh bien, t'en es où en termes de cybersécurité? Demain, il y a une panne d'électricité ou une cyberattaque. Tes collaborateurs, ils sont formés. Comment tu fais? Voilà. Donc ça, c'est aussi de l'intelligence économique. Okay. Intelligence économique aussi, tu peux t'en servir sur la négo. T'as un deal, t'as besoin de négocier, fais de l'intelligence économique. Trouver le petit caillou dans la chaussure, le levier de négociation. Je veux racheter une boîte, elle m'intéresse beaucoup, elle m'est proposée à un prix, mais je veux négocier. Mais pour ça, je veux aussi savoir à qui j'ai affaire.
enquête réputationnelle sur le dirigeant, parce que tu vas racheter la boîte peut-être avec le dirigeant, ses pratiques d'affaires, les flux financiers, dans quoi il traîne, est-ce qu'il a été condamné, oui, non, renseigne-toi, donc quand tu achètes une boîte, tu le sais mieux que moi, t'as tout l'aspect technique ou savoir-faire, déjà t'as des spécialistes pour te dire, mais l'humain est très important. Je rachète qui? Pas je rachète quoi, je rachète qui? Tu vois, ça c'est important. Et ça d'ailleurs, je suis étonnée que ça soit pas plus standardisé de lancer des missions de renseignement quand on rachète une entreprise. Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise que tu rachètes, bien sûr, mais même sur des petites entreprises, ça pourrait être intéressant. Tu mets tes billes. Comprendre les collaborateurs. Mais non, parce que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'on peut légalement, parce qu'aussi il y a ça, légalement mener des investigations lors de rachat ou vente d'une entreprise pour l'estimer et prendre en compte tous les enjeux, notamment réputationnels. Et même les petites boîtes, c'est important parce qu'une petite boîte, même si elle met que 500 000, mais c'est ces 500 000 à elle. Hein, c'est son argent quand même au dirigeant, il a besoin, voilà. Et le million encore plus, et encore plus quand il y a des collaborateurs. Mais voilà, ça c'est important. Et le troisième endroit où tu peux faire de l'intelligence économique, c'est ce que j'appelle le contentieux des affaires. La juriste revient sur le terrain. C'est ok, j'ai un souci avec un partenaire d'affaires, c'est trop tard, je me suis pas renseignée, je suis déjà dans la panade. Comment je me sors de là? La charte de la preuve. Je veux prouver qu'il m'a eu, je veux prouver qu'il a eu des pratiques d'affaires obscures à mon égard, je veux prouver qu'il m'a volé de la donnée, je veux me prouver qu'il fait de la captation de collaborateurs, de savoir-faire spécifique. Comment je le prouve? Moi, je suis là pour ça. L'intelligence économique fait ça très bien. Voilà, tu vois, ça c'est ces cadres-là. Et aujourd'hui, l'intelligence économique, le problème c'est qu'elle est, il y a même pas de définition politique, il y a aucune définition claire. Moi, j'ai fait la mienne parce que je veux me l'approprier. Donc voilà. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a à mon avis, une idée reçue sur l'intelligence économique, ou en tout cas une crainte qui est est-ce que ça va rester dans le respect de la légalité? Parce que je pense qu'on a tous cette image d'Épinal, tu sais, dans les films, t'as quelqu'un qui vient faire les poubelles, etc., pour aller voir. Bon, alors à la rigueur, je sais même pas, peut-être que c'est légal d'ailleurs d'aller faire les poubelles, tu vas me le dire. Mais c'est vrai qu'on se dit comment est-ce qu'on peut faire de l'intelligence économique tout en restant légal, honnête, dans le respect. Et c'est possible puisque tu en es la preuve même, mais je veux bien aller battre en prêche un peu cette idée reçue et comprendre si tu as un exemple concret il faut pas que tu dévoiles tes secrets, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'intelligence économique d'une manière légale? Ouais, mais c'est un vrai sujet parce que les dirigeants, comme tu le dis, ils ont ce biais-là. Et faire de l'intelligence économique de façon éthique, c'est clairement la genèse de ce que j'ai lancé. Eh bien, tu vois, on va dire, il y en a qui pensent qu'on fait de l'espionnage industriel. L'espionnage industriel, c'est faire du renseignement hors du cadre légal. Ça, c'est hors légal. Hors légal. Donc voilà, on fait pas d'espionnage. L'intelligence économique, ça respecte le cadre légal et il y a plein de techniques juridiques. Et donc là, c'est bien de travailler avec des jurys, c'est bien de travailler avec des cabinets qui font du droit pour aller capter du renseignement de façon légale. Déjà, il y a une source infinie d'informations qui est Internet. Ah bah oui. L'open source. Mais il y a tout dessus. Alors, les dirigeants qui veulent pas qu'on leur capte de l'information, soyez prudents sur votre hygiène numérique. Parce que tout ce qui est sur Internet est légal. Se retrouve. Non, mais est autorisé. Tu l'as publié, tu l'as mis en ligne, c'est de l'info. Les Facebook, Instagram et compagnie. Voilà. Et les Instagram et Facebook de vos enfants aussi, bien sûr. qui sont ados ou quoi, et de vos collaborateurs. Parce que la secrétaire de direction qui met les mots de passe, qui utilise, c'est une faille pour l'entreprise. Ouais. J'ai déjà eu un cas comme ça. Donc là, c'est vraiment, il y a une multitude de mines à disposition dans le cadre légal. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, eh bien, pour respecter l'éthique, ça dépend avec qui vous travaillez comme cabinet. C'est très important en tant que dirigeant d'avoir ce réflexe-là. J'ai un problème, je veux le régler. Et la seconde question qu'il faut dire, c'est comment vous allez faire. Ouais, jusqu'où je vais, quoi. Jusqu'où je vais et rassurez-moi sur la pratique et les techniques qui sont employées. Alors, j'aimerais bien te poser des questions peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui sont un peu concrètes aussi, parce que je trouve que aujourd'hui, il y a un vrai sujet de désinformation, mauvaise information, il y a tellement d'informations, enfin c'est un peu galvaudé ce que je dis, mais c'est quand même assez vrai. Est-ce que tu aurais des astuces, des techniques peut-être que tu t'appliques à toi-même pour réussir à mieux filtrer l'info, pour avoir de l'information qui est robuste et juste et vraie, et ne pas tomber, on va dire, dans les risques, parce que c'est aussi peut-être un peu ça l'intelligence économique, c'est comment est-ce que je fais pour aller chercher la bonne information. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a tous en fait un problème d'un surplus d'informations qui sont souvent assez fallacieuses.
Exactement, c'est ma grande phrase du moment, c'est trop d'informations tue l'information. Ouais. Et tu vois, j'ai même fait un TED à Marseille sur ce sujet-là. Le conseil que je peux donner, la première chose, c'est prenez de la hauteur par rapport à le renseignement que vous avez obtenu. Je prends toujours l'exemple, vous avez une info hyper intéressante d'un influenceur sur Instagram qui vous plaît et vous vous dites ce qu'il vient de dire c'est intéressant. Ok, on prend de la hauteur et dans ce cas, l'info elle est intéressante, on va la recouper sur un canal différent. Tu l'as eu sur Insta, via cet influenceur, fais des recherches sur une presse peut-être plus scientifique ou en tout cas sur internet mais pas sur un réseau social. Donc c'est confronter, prendre de la hauteur, c'est vraiment confronter avec différentes sources. T'as écouté un podcast, mais tu vas lire quelque chose. Tu as lu quelque chose, va écouter quelque chose. Donc ça c'est la première chose sur une thématique. La seconde chose que je conseille, c'est de discuter avec les gens. Malheureusement, aujourd'hui, on prend des décisions parfois un peu isolées en se disant c'est le mal du siècle, hein. J'ai tout sur Insta, j'ai tout sur ChatGPT, j'ai tout, voilà. Donc je vais prendre ma décision. Et remettez de l'humain dans vos prises de décision. C'est hyper important. Tu veux faire quelque chose, tu veux lancer un podcast, c'est une super bonne idée. Eh bien, dans ce cas, parle-en à quelqu'un qui a un podcast, et parle-en aussi à quelqu'un qui voulait le lancer et qui ne l'a pas fait. Et parle-en à quelqu'un qui ne connaît même pas les podcasts, et parle-en à quelqu'un qui connaît vachement bien les podcasts, mais qui n'en a pas. En fait, confronte tout ça pour te faire ta propre opinion. On est aujourd'hui dans du snack content, et donc on a une difficulté à avoir cette pensée complexe. Et il faut revenir à ça, et notamment quand on a des décisions qui sont stratégiques, importantes pour un business, mais même pour sa vie au quotidien. Donc vraiment, se renseigner, sourcer qui a dit ça, et c'est important de toujours avoir en tête, cette info, elle a été portée à ma connaissance, pourquoi, par qui, et ça sert quels intérêts. Un influenceur qui te vend des chaussures qu'il ne mettra jamais, peut-être parce qu'il a été très bien rémunéré. Très bien, c'est du business, mais dans ce cas, tu es la cible, donc mets juste en perspective et va voir si la paire de chaussures, elle te convient ou pas, et que tu n'écoutes pas simplement... Bien sûr. Voilà. Ça, c'est important de savoir à qui sert le renseignement, enfin l'information. Est-ce que toi, tu appliques maintenant ces méthodes dans ta vie quotidienne? Et si oui, est-ce que tu aurais un exemple, je sais pas, de décision, tu vois, où justement tu as appliqué ce filtre et te dire, je vais confronter en fait les points de vue avant de prendre ma décision? Alors moi, je le fais à chaque fois sur mes missions. Mes agents me remontent du renseignement, je vais aller le confronter, et eux-mêmes, en fait, ils ont ce système de confrontation. Et moi, pour lancer mon cabinet, j'ai hésité sur plusieurs formats, associés, pas associés, prendre la communication sur les réseaux sociaux, pas prendre la communication sur les réseaux sociaux, communiquer, pas communiquer du tout, comme le font certains de mes homologues, et d'autres ne communiquent pas. Ouais. Ça a été vraiment des décisions stratégiques. C'est parce pas que facile, ouais. C'est ce qui fait l'ADN de mon cabinet, mais c'est aussi ce que je dois assumer moi, en tant que personne. Les décisions que je prends, je dois les assumer, donc est-ce que je suis en phase? Et là, j'ai consulté plein de monde. Et alors, quel a été le résultat? Enfin, ça m'intéresse de comprendre justement dans ce cas, si tu acceptes d'en parler, oui, bien sûr. La réflexion, parce que je pense que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent dans leur vie professionnelle, qui sont entrepreneurs ou pas. Souvent, on est confronté à des décisions qui sont des décisions pas faciles. Et il n'y a pas de bonne réponse évidente, en fait. Et du coup, la question qui m'intéresse, c'est quelle est ta méthode, en fait, à toi? Et là, avec un exemple applicable, ça peut être intéressant de se dire, en fait, qu'est-ce que t'as fait, en fait, pour prendre ta décision? Une fois de plus, c'est peut-être la bonne pour toi, peut-être pas la bonne pour quelqu'un d'autre, mais au moins pour comprendre le cheminement. Ouais, c'est clair que il faut pas s'arrêter juste à consulter les personnes, parce que pour être honnête, j'avais 45% de oui communique et 55% de non communique pas. Donc c'est bien, super. Merci pour vos avis, beaucoup d'avis et beaucoup de conseils, mais en tout cas pas d'avis tranchés. Et donc à ce moment-là, c'est très important, c'est ce silence qu'il faut avoir en soi et ce brouhaha informationnel. Ok, j'ai pris vos infos. Maintenant, je me pose. En fait, c'est ce qu'on fait plus. On réfléchit plus. On se pose plus, je me pose en silence, et des fois il faut prendre des décisions immédiates, hein. Donc ça peut être 2 secondes, je réfléchis, mais là sur une décision stratégique j'avais plus de temps, je me pose, je réfléchis comment je me vois plus tard, je prends cette décision, comment je me sens en phase avec cette décision. Ok, donc si je communique pas, qu'est-ce que ce sera, mes difficultés, je me sens comment? Ok, je communique, ah oui ça va être inconfortable, mais par contre là, ok, plus de prise de parole. Tu pèses vraiment le pour et le contre. Je pèse le pour et le contre, et j'essaye de visualiser aussi. Je ferme les yeux, je visualise, il n'y a pas de bruit autour de moi, et je ressens. En fait, je me dis comment je vais être. Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise, comment je me sens. Et ça, par exemple, pour les décisions à l'armée, où on doit prendre des décisions en même pas une seconde, et qui sont... Alors là, il y a beaucoup d'entraînement, mais c'est pareil, c'est ok, comment je suis, et je vais l'assumer. En fait, est-ce que je vais l'assumer? C'est est-ce que je suis en phase avec cette décision? Elle est difficile, oui, mais est-ce que je suis en phase, et est-ce qu'elle sert pas mon quotidien, mais ce pourquoi je suis là, enfin ce pourquoi, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise,
Qu'est-ce qui le motive de travailler dans cette entreprise? Ok, sa mission c'est ça, sa vision de l'entreprise c'est ça. Est-ce que cette décision sert cette vision-là ou pas? Et est-ce que je vais l'assumer? Est-ce que je serai droit dans mes bottes quand j'aurai pris cette décision, que je regarderai en face la personne, ou que je vais pitcher mon sujet, etc. C'est très important, parce qu'il faut incarner sa décision. Sinon, c'est là où ça... Et pour ça, il faut du silence. Maintenant que t'es passé de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, dans la vie civile, est-ce que ton lifestyle a fondamentalement changé? T'avais l'air d'être extrêmement sportive. Je ne sais pas si tu dormais beaucoup, du coup, pas sûr. Bon, en plus maintenant tu es maman. Est-ce que tu peux me dire comment maintenant que tu es entrepreneur, tu organises ton temps et si c'est fondamentalement différent? C'est fondamentalement différent. Quand j'étais agent, je n'existais pas en tant que personne. J'étais là pour servir. En fait, c'est dingue quand tu le dis comme ça, quand même. J'étais bien traitée. C'est pas eux c'est moi qui m'étais formatée comme ça. Moi, j'avais décidé d'être un agent, donc j'étais un outil. Et donc, pour moi, je n'étais qu'une personne employée au service d'eux. J'étais vraiment dans mon rôle. Donc, je survivais, je pense. Bon, au moins, tu te posais pas de questions, sans doute. Tu te posais pas de questions, parce que du coup, on se pose plus de questions, je trouve, maintenant, dans la vie civile. Je me posais pas de questions, je fonçais, j'y allais, j'écoutais, tac, 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 il y avait un plan, et on y allait. Donc, c'était très énergie masculine, très yang, quoi. Et puis, oui, mon lifestyle a totalement changé, parce que maintenant, je fais attention à mon sommeil. Je pense que c'est être et durer. Je fais attention à ce que je mange, parce que c'est important d'être en bonne santé. Je fais attention à ma santé. Je suis toujours sportive. Ça, on me l'enlèvera pas, ça fait partie. Mais et aussi, je me réserve des temps de silence, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que je vais faire une conférence, une soirée, etc. Mais je prends du temps de respiration, d'assimiler tout ça et aussi de me régénérer. Après, oui. C'est-à-dire que concrètement, après une conférence, tu vas aller t'isoler? Comment ça se passe? Je fais ma conférence, je fais ma mission, finalement. Mais je sais que le jour d'après, je vais rien me prendre. Soit je vais m'accorder du temps pour moi, je vais m'accorder du temps chez moi, et c'est indispensable, je pense, parce que sinon on tourne on se fait le burn-out ou en fait on peut se cramer. Et je suis dans une vision longue durée, être et durer, on dit à l'armée. Être et durer, tu vois, pourtant à l'armée, je m'appliquais pas à être et durer. Ouais. Je m'appliquais être et être. Et là, maintenant, dans ma vie, je me dis, j'ai pas de filet de secours. À l'armée, si tu tombes, t'as tes soldats, t'as tes équipes qui sont là pour toi. T'es une team. Là, je suis entrepreneur. Je suis ma propre machine. Je suis mon propre penseur, etc. Donc non, mon lifestyle a changé sur le fait que je fais plus attention à mon bien-être. Je l'assume, bien-être émotionnel et physique. Tu parlais du sommeil. J'imagine que quand t'étais à l'armée, tu dormais pas énormément. Non. Et donc maintenant, ça ressemble à quoi ton cycle, enfin ton rythme de sommeil? Alors, je suis devenue maman, donc c'est donc peut-être pas génial au niveau du sommeil. C'est dur les premières années. Maintenant, je m'impose de me coucher tôt. Non, je me couche tôt et me lève tôt. D'accord. Ouais, couche tôt, lève tôt, et je lis avant de dormir. Pas d'écran. J'essaye. Même si j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur Instagram pour voir si tout le monde va bien, etc. Parce que je suis comme tout le monde et que j'adore aussi regarder des séries sur Netflix, comme tout le monde. Mais je m'impose vraiment et je prends plaisir à ça, à me reposer. Et finalement, je me rends compte que quand je suis reposée, je prends des décisions de façon plus claire. Je suis plus disponible aussi pour mes clients. Je fais du conseil quand même, donc je dois être disponible. Et la vie est plus belle, vraiment. Donc mon sommeil, je me couche tôt. Quand je dis que je me couche tôt, moi, par exemple, mon fils, il dort à 19h. À 20h30, 21h, je suis dans mon lit. Ah oui, ouais. C'est vraiment tôt. Et tu te lèves à quelle heure? Et après, je me lève, ça c'est mon fils qui décide. D'accord. Dans le monde idéal, on va dire 7h. D'accord. Au niveau de tout ce qui est équilibre de vie, il y a aussi vraiment la dimension familiale et amicale. Et c'est vrai que bien souvent, les entrepreneurs, et alors dans l'armée, j'imagine même pas ce que c'est, enfin surtout quand on est dans l'espionnage, c'est la partie en fait qui saute en premier. Il y a en général d'abord amis, famille, enfin d'abord amis, ensuite famille, ensuite santé, sommeil, et puis après seulement on commence à prendre soin de soi. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, moi j'ai parlé à beaucoup de personnes et moi-même j'ai fait cette erreur, si tu veux, de ne plus passer assez de temps avec mes amis parce que on se dit que c'est pas prioritaire. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, si jamais tu dépriorises tout le temps tes amis, en fait ce ne sont plus tes amis. Et donc je voulais te poser cette question parce que toi t'as quand même fait 5 ans d'espionnage puis maintenant de l'entrepreneuriat où on sait que c'est aussi beaucoup de temps un peu dans la mission pour ton entreprise. Comment est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Et comment est-ce que tu gères en fait toutes ces autres relations qui sont en fait des relations gratuites, qui ne servent à rien si ce n'est à être heureux? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, mon point de vue, j'ai subi ces 5 années où je suis allée à aucun mariage, aucun enterrement. Donc en fait, je me suis isolée et donc on m'a isolée. Mais j'ai de la chance que ces amies là, elles soient restées dans l'ombre. Et donc quand je suis sortie en tant qu'entrepreneur, parce qu'ils savaient pas en plus à l'époque. Non. Donc en fait, comprenaient pas. Hein. C'était du ghostage, ghosting. Ouais. Totalement en fait. Je les avais ghostés et elles m'en veulent même pas. Donc ça, maintenant, elles comprennent. Mais c'est des amis. Moi, c'est vrai, je suis très solitaire. Je suis très solitaire, mais par contre, je me réserve du temps avec des personnes, des personnes amicales, effectivement. Mais tu as raison, c'est très rare. Enfin, c'est booké à une date bien précise, qui est souvent à 2 mois plus. Voilà, et je prie fort pour que ça saute pas. Donc non, effectivement, la relation amicale, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à l'entretenir comme je le souhaiterais. Ouais. Et donc tu priorises plus sur ta famille quand même, les relations. Je priorise ma famille. Ma relation avec mon mari, qui lui est militaire, opérationnel, jamais là. Donc il est vraiment jamais là, donc je priorise les temps où il est là, il y a plus rien qui existe à part notre famille avec notre enfant. Je suis très famille par contre. Ouais, je suis très proche de ma famille, de mes parents, etc. Quand t'étais toi-même opérationnel, est-ce que ça a été, enfin donc ton mari, tu m'as dit, était au courant, oui. Mais lui-même donc était opérationnel, donc il était au courant et j'imagine que c'était peut-être plus facile pour lui, mais de le comprendre. Mais d'un autre côté, vous aviez 2 fois moins de temps ensemble parce que toi t'étais prise, lui il était prise. Cette période-là, c'est un peu personnel ce que je te demande, mais quand même, je fais un parallèle, tu vois, avec toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent beaucoup et dont l'homme et la femme travaillent beaucoup, en tout cas les 2 conjoints travaillent beaucoup. Comment est-ce que vous avez fait en fait pour tenir le coup? C'est très dur, hein. C'est très dur et effectivement, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on se réservait quand même des temps ensemble de qualité, donc on se voyait peu, mais c'était exceptionnel à chaque fois. On ne se privait pas de passer un bon moment, de s'offrir de beaux cadeaux, vraiment c'était pas des moments qui sont classiques. On faisait en sorte que ce soit merveilleux. Et vraiment qu'on soit là l'un pour l'autre, donc les téléphones posés, etc. Après nous on avait aussi quand on s'est mariés, on s'est dit de toute façon notre mariage il est pour la France. On était moi j'étais agent, il était déjà officier. Enfin, donc on s'est dit. Vous saviez quoi? On le savait, on peut pas l'ignorer. Je dis pas que le quotidien est difficile, il n'est pas difficile, il l'est extrêmement. Et parfois je me dis mais quelle bêtise d'avoir fait ces choix-là. Parfois on regrette, mais c'est très dur. Mais on peut pas l'ignorer. Quand on s'est mariés, on le savait que c'était comme ça. Et donc. Mais on peut aspirer à autre chose. Je dis pas qu'on peut pas. On est en train aussi de réfléchir et de se dire est-ce qu'on peut aspirer à autre chose. Et le fait que je sois entrepreneur, ça fait que au moins quand il est là, je me rends disponible. Il y a pas mon planning ne peut pas. Donc ça c'est un avantage. Mais c'est très important de savoir que ces couples qui traversent ces périodes-là, elles sont pas seules. Non. Moi je pensais être une des seules et quand j'ai découvert le monde entrepreneuriat, je me suis rendu compte que franchement c'est un vrai sujet. Il faudrait que je fasse un épisode de podcast. C'est un vrai sujet. Et encore pire quand il y a 2 entrepreneurs. 2 entrepreneurs ou même directeurs haut placés, ils sont jamais là aussi. Voilà, entrepreneur. Il y en a de plus en plus et il y en a beaucoup. Et donc la première chose c'est de se dire je suis pas le seul. Et 2, c'est de se dire, c'est tout à fait possible, mais on se réserve des temps privilégiés, et nos familles doivent le comprendre, parce qu'aussi, du coup, quand mon mari, par exemple, il est là, tout le monde veut le voir. Mais lui, il a aussi sa hiérarchie, il dit, si je vois tout le monde, je vois pas ma femme, ou que ma femme, etc. Donc c'est très important, voilà, c'est un rythme de vie, il faut l'imposer, il faut être il faut être carré et sanctuarisé. Méline, on arrive à la fin de ce podcast et comme tu sais, j'ai à chaque fois des questions signature, j'appelle ça mon crible. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler? Ou ça peut être un moment de doute, un moment difficile que tu aurais vécu. Au-delà de comprendre en fait ce moment, ce qui m'intéresse aussi, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement, qu'est-ce que tu as appris? Le moment le plus difficile pour moi de ma vie, c'est quand j'ai quitté l'institution. Je t'en parle avec beaucoup d'émotion, je suis désolée, c'est une vie que j'ai tellement aimée et que j'ai quitté un peu à contre-cœur. Et ça a été dur en fait de se retrouver son chemin. Et s'il y a plus la maternité qui s'est mis par-dessus, et donc ça crée des instabilités sur tous les plans de ta vie. S'il y a une leçon que j'ai tirée, c'est qu'en fait, faut sortir la tête de l'eau parce que la vie elle est trop belle. Franchement, tu veux dire que t'étais focalisée sur ce que je n'avais plus, sur ta douleur et sur ce que t'avais plus. Ouais. Mais oui, je n'aurais plus cette vie incroyable. Oui, je l'aurais plus, donc il faut faire un temps d'acceptation. Je ne verrai plus ces hommes et ces femmes qui ont servi, qui étaient à mes côtés, qui sont
incroyable. Et donc ça, c'était vraiment profondément difficile émotionnellement. C'est un peu comme un deuil, honnêtement. C'est un deuil. Mais j'ai fait, j'ai fait un deuil d'une vie passée, et surtout ce qu'on m'a dit, d'une vie qui n'a pas existé parce que ce n'était pas toi. La vraie moi se révèle aujourd'hui. C'était une moi conditionnée, formatée pour rentrer dans un rôle. Qui t'a dit ça? C'est assez fort quand même. Ouais, c'est une coach. Ouais, c'est une coach qui m'a dit ça. Et ça, je le garde toujours en moi. Effectivement, je fais le deuil d'une personne qui n'a pas existé. Elle n'existait pas, cette femme-là. Maintenant, c'est moi. J'aime dormir, j'aime bien manger. Mais en tout cas, voilà, la leçon que j'en tire, c'est qu'on peut tous traverser des périodes de doute, de dépression, de choses comme ça qui sont très très difficiles, identitaires ou de remise en question de son business. C'est sortez la tête de l'eau et vraiment regardez, en fait, il y a des beaux chemins. Il y a une belle aventure qui nous attend derrière. Faut vraiment être confiant. Et j'ai l'impression que dans ton cas, ça a été beaucoup les rencontres et le fait de prendre ce temps, en fait, et d'accepter de sortir et d'être curieuse et de faire des rencontres qui fait que tu as réussi à en sortir, si je me trompe pas. Exactement. Et puis moi, je suis une grande consommatrice de podcasts et d'écouter aussi des témoignages, parce que tout le monde n'a pas eu une vie toute simple. D'écouter des témoignages, comment ils s'en sont sortis, peut-être de contacter les gens qui ont pris la parole et d'échanger avec eux dans un second temps. Moi, j'ai vraiment osé écrire à des personnes pour leur demander d'échanger avec moi. Mais j'ai beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui me disent qu'ils contactent mes invités et honnêtement mes invités en général apprécient beaucoup, hein, donc faut pas se priver. Ouais. Si t'avais quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Je pense que je prendrais mieux soin de mes amitiés, de mes proches, des gens que j'ai délaissés toutes ces années et que je délaisse encore parce que je suis à fond dans mon business et que je suis à fond dans ce que je fais, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement que je laisse un petit peu de côté ou que je prends pas soin comme je voudrais. Celle-ci, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau au sens métaphorique, littéral, littéraire, tout ce que tu veux, mais quelque chose qui t'émeut, que tu trouves magnifique? C'est la lumière du soleil. En fait, pour moi, il y a rien de plus beau que la lumière du soleil. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans les Alpes, sur la neige blanche qui vient de tomber, la lumière du soleil sur des bijoux, je trouve ça magnifique, dans un verre d'eau. Et aussi la lumière quand j'étais à l'armée et qu'on faisait des stages commando très difficiles, quand le soleil se levait, on se disait on a passé un jour. C'est l'espoir en fait, hein. Et ce soleil-là, il est partout dans le monde. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est magnifique. Il faut qu'on le regarde plus, même si des fois, on a un ciel gris ici, mais... ouais. Magnifique. Bon, tu sais, ça me parle, effectivement, en joaillerie, la lumière, c'est essentiel. En photo, c'est essentiel. Et en fait, ça va complètement changer une photo en fonction de la lumière. En fait, c'est littéralement un autre objet, quoi. C'est assez formidable. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu trouves laid? Qu'est-ce que tu n'aimes pas observer autour de toi? Il y a vraiment quelque chose qui me rend vraiment irritable, c'est le manque de savoir-être. Et de plus en plus, j'ai l'impression d'y être confrontée. L'impolitesse. Je donne un exemple. Le livreur qui sonne pas chez toi alors que t'es chez toi. Je comprends pas. L'incivilité dans les transports envers les personnes plus faibles qu'on peut rencontrer, ce manque de savoir-être, de politesse, mais même maintenant les gens ne disent même plus bonjour, le sourire, le contact, moi tout ça m'irrite vraiment, et c'est à l'image, ça reflète une société, et donc je veux pas, moi je veux. Bah, qui est très auto-centré, quoi. Exactement. Qui ne se soucie, qui ne considère plus l'autre, malheureusement. Oui. Et ça m'irrite énormément, ça me touche même, c'est... Oui, moi je dirais, c'est drôle que tu parles de ce point, parce que je dirais que moi, c'est pas que ça m'irrite, c'est que ça m'attriste. Oui, voilà, c'est profond. Ouais. En fait, c'est profond, sur le moment ça va m'irriter, et après quand je vais me dire, mais ça c'est l'image, c'est un reflet d'un tout, là ça va m'attrister, je suis d'accord avec toi. Pour être plus positive, est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui t'a peut-être porté à un moment dans ta vie, dans des moments difficiles, ou qui te donne de l'espoir? Enfin, une citation ou une maxime qui te plaît et que tu pourrais partager avec nous? Ouais, elle vient de personne, elle vient de moi. Hein. Très bien, c'est les meilleurs. Il faut se créer des souvenirs. Il faut se créer des souvenirs. Je l'ai depuis que j'ai 15 ans. En moi. À chaque fois que j'ai eu peur de faire quelque chose, sauter en parachute, m'engager à l'armée, etc. Je me suis toujours dit, il faut te créer des souvenirs. Même dans les voyages, quand je voyage, je me dis, est-ce que je vais faire ça ou pas? Ah non, il faut se créer un souvenir, on y va. Et je te promets, c'est l'élément décisionnel qui te permet de te challenger, de sortir ta zone de confort. Il faut se créer des souvenirs.
parce que dans 2 ans, 3 ans, cette adrénaline de peur, tu l'auras plus, et tu regarderas derrière toi et tu te diras waouh, j'ai fait ça, ou waouh, je me suis bien rétamée, c'était cool. Mais il faut se créer des souvenirs. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Celle-ci, elle est pas facile, tu vas voir. Est-ce que tu as une opinion qui est controversée? Tu constates que globalement, le monde autour de toi, la presse, les médias sociaux, etc., ne partagent pas ton point de vue sur un point en particulier. C'est dur cette question. Elle est pas facile parce que les gens ont toujours peur ensuite de se faire embêter sur les réseaux, mais mon audience est très bienveillante et je pense ouverte d'esprit, et donc justement tout le but c'est de comprendre qu'il y a plein d'opinions différentes et qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, tu vois aussi. Ouais, alors moi c'est quelque chose qui a toujours autour de moi et dont je suis pas d'accord, c'est t'es trop jeune pour. Ça aurait peut-être été une phrase dans ça mérite. T'es trop jeune pour. Je ne cesse d'entendre, et alors maintenant je commence à être un peu plus vieille, donc on me le dit un petit peu moins. T'es trop jeune pour faire ça. Là en ce moment c'est t'es trop jeune pour diriger une boîte comme ça. T'es trop jeune pour faire de l'intelligence économique. T'es trop jeune. Et dans tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse, on m'a toujours dit t'es trop jeune pour. Je suis pas d'accord. En fait, sur le moment ça m'a mis des doutes, donc je les remercie pas, parce que franchement c'était pas un cadeau quand on est jeune, c'est pas un cadeau de nous dire ça. T'es trop jeune pour entreprendre au sens large, entreprendre dans la vie. Je trouve que c'est vraiment pas sympa de dire ça, au contraire il faut dire go. Mais par contre, fais un filet de sécurité, s'il y a des choses, sois pas que fougueux. Mais voilà, t'es trop jeune. Et il y a quelque chose qui m'a rassurée ces derniers temps. J'ai été en alternance dans une entreprise pendant mon master, et j'avais un directeur, et je l'ai revu très récemment, et je lui dis ouais, on me dit souvent que je suis trop jeune, et il me dit tu te rappelles quand t'es rentré dans l'entreprise, etc., et que j'étais ton directeur? Oui. J'étais ton directeur, tu te rappelles de comment c'était? Oui. J'avais 33 ans. Ah ouais, pour moi t'en avais 70, mais... mais j'espère que tu ne lui as pas dit. non, mais pour moi c'était ah ouais, en fait non. Ouais. Maintenant que je remets en perspective, que je revis ce moment-là, il pilotait tout ça à 33 ans. Et il a dit j'étais pas trop jeune pour. Tu n'es pas trop jeune pour. Waouh, c'est un grand cadeau. Cette phrase, elle m'a vraiment... donc à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes pas trop jeunes, et vous êtes pas trop vieux, je le mets aussi dans le... Ouais, c'est l'inverse, c'est vrai aussi, hein. Tu sais, le nombre de personnes qui se mettent des barrières. Moi, j'ai déjà parlé une fois à une auditrice de podcast qui me disait, ou qui m'envoie des messages sur Instagram, j'ai 55 ans, je ne pourrai plus jamais travailler. Mais à 55 ans, t'as la vie devant toi encore. Oui, il reste tellement de choses. Mais t'as encore 30 ans à bosser si tu veux. Et c'est vrai que je pense qu'on se met beaucoup de barrières sur l'âge, on se met dans des cases. Parce que tu vois, au-delà de t'es trop jeune pour, il y a aussi, t'as 30 ans, t'as pas encore d'enfant? Ah. T'es pas marié? Ah. T'as pas acheté ton appart? Ah. Bah. C'est tellement... Non, en fait, il y a pas d'âge pour le... Enfin, je veux dire, oui, il y a des enfants à la rigueur, il y a un âge biologique, si tu veux. Mais même encore, aujourd'hui, t'as pas d'enfants à 30 ans, mais on peut avoir encore des enfants jusqu'à 40, c'est quelques. Alors, je veux dire... Mais ça, finalement, c'est les autres, je trouve. En fait, c'est le contexte. Et ça, non, vous êtes pas trop jeune, vous êtes pas trop vieux, vous êtes pas trop quoi que ce soit pour entreprendre ce que vous voulez dans votre vie. Ouais. C'est important. Ben, merci de le rappeler. 2 questions pour toi encore, il y en a une, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, qui te viendrait à l'esprit? Oui. J'ai toujours dit quand j'étais jeune, je ne deviendrai jamais militaire et je ne me marierai jamais avec un militaire. Parfait, t'as coché toutes les cases. Et mes parents pourront te le dire, je faisais que dire quand je me disputais avec eux, je ne serai jamais militaire de toute façon et jamais je me marierai avec un militaire. Et c'était mon fer de lance, hein. Ouais. Vraiment. Bon. Sachez que si vous avez des convictions, vous pouvez revenir dessus. C'est pas grave. Tu sais, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Dernière question. Est-ce qu'il y a un ou des livres? Je sais que t'es une grande lectrice. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et tu me disais que tu lisais tous les soirs avant de t'endormir, ce qui est le meilleur moment et un bon moyen d'ailleurs de bien dormir. Est-ce que tu as des livres qui à un moment dans ta vie t'ont particulièrement marqué, t'ont impacté, dont tu pourrais nous parler? Oui. J'ai envie d'en partager 3 parce que j'ai 3 moments je scinde un peu ma vie en 3 parties. Pendant mes études de droit, c'est Bête noire du Dupond-Moretti, grand avocat, dans lequel il retrace les grands procès qu'il a défendus, qui sont très controversés. Et quand j'étais en droit, j'aimais beaucoup son angle d'attaque. On n'est pas obligé d'adhérer à son mode de fonctionnement et son positionnement, mais la façon qu'il a de défendre un dossier indéfendable, ça m'a beaucoup inspiré et je l'ai toujours gardé en tête. Donc Bête noire, en plus le titre est pas mal. Agent secret.
de Dominique Prieur sur l'histoire du Rainbow Warrior, où elle raconte, c'est un peu une biographie, mais surtout comment s'est passée cette mission-là, de son point de vue à elle, femme, pionnière en tant que Saint-Cyrienne, etc. Donc très très très... Oui, ça a dû t'inspirer énormément. Tu l'as lu avant de rentrer dans les renseignements, j'imagine. Ah oui, je l'ai lu quand on m'a dit « Intéresse-toi au service de renseignement », c'est le premier livre que j'ai lu. Ouais. Et je lui ai même écrit une lettre. Incroyable. Je lui ai écrit une lettre. Elle t'a répondu ? Non, jamais. Ah, zut. Ouais. Parce elle a quand même passé à travers... je lui ai écrit une lettre et j'espère qu'elle l'a lue, dans laquelle je lui dis qu'un jour je vais être comme elle. Et c'était bien avant que je sois recrutée. Donc un grand merci. Et j'invite tout le monde à le lire, c'est aussi un moment historique, le Rainbow Warrior, sur la vie des agents secrets. Et troisième chose, c'est les ouvrages de romans fantasy de Sarah J. Maas, qui n'ont strictement rien à voir avec le business, mais justement, quand je dis que je prends l'air et que je respire et que je pense pas à mon business pour prendre les meilleures décisions, je lis des romans fantasy, qui n'est pas du tout ma tasse de thé à l'origine, et ma belle-sœur m'a poussée à aller vers ces romans-là, et je m'évade. Et c'est des univers complètement qui n'ont rien à voir avec le business. C'est un peu comme... alors c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, c'est fantasy, ça c'est des univers, puis c'est de la romance fantasy, donc il y a des histoires d'amour, etc., qui est complètement à l'opposé de mon quotidien, qui est quand même très offensif, très guerre économique. Et donc le soir, je me berce avec complètement autre chose. Et je te promets, en fait, je m'évade, je vis dans un autre univers, parce que c'est très très immersif. Ouais. Et ça me permet de couper et de me réveiller en ayant les idées fraîches sur mes sujets qui sont quand même très spécifiques. Et donc j'invite tout le monde à découvrir ces ouvrages-là de romans fantasy. Mais tu vois, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je me suis fait la remarque récemment, je lis quasiment pas de bouquins business depuis quelques temps, depuis... je dirais bien 3 ou 4 ans. Avant, j'en lisais énormément. J'ai une période un peu boulimique, tu vois, quand je lisais tous les bouquins de développement personnel et de business. Et en fait, maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est toujours la même chose, que ça se répète. Et puis, en fait, ça me sort pas de mon quotidien. Ça fait que je m'évade pas. Enfin, c'est exactement ce que tu dis. Et donc, je les apprécie beaucoup moins, parce que j'ai l'impression, même si c'est brillant, c'est un peu théorique, c'est un peu du travail. Enfin, je sais pas comment te dire. Et je me suis beaucoup replongée récemment dans des romans. Et alors là, moi, je me suis relancée dans du Balzac, des choses comme ça. Des grands classiques, Mais en fait, je trouve ça formidable, parce que effectivement, ça t'apaise et ça te donne une forme de créativité différente. Je trouve que ça te permet de te recentrer. Donc c'est peut-être aussi un conseil que je peux dire à des personnes qui travaillent beaucoup. Finalement, en fait, n'amenez pas en plus le travail à la maison, parce qu'en réalité, vous avez besoin que votre cerveau, à un moment, il fasse pause et qu'il switch sur un autre mode, peut-être plus créatif ou voilà, différent. Donc roman fantasy, ça donne envie aussi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis comme tu me demandais tout à l'heure par rapport aux prises de décision, comme je disais, il faut faire le silence. Donc le silence de tout ce qui est parasitisme autour de ta prise de décision. Donc c'est sûr, si tu lis un livre business ou qui te ramène encore à cette prise de décision, tu vas pas pouvoir prendre cette hauteur de vue. Si tu fais un truc totalement différent, ton cerveau, en fait, inconsciemment, il va ranger les choses dans les cases, tu vas te sentir plus aligné. Donc oui, c'est un bon conseil. Et puis par ailleurs, en termes de sommeil aussi, enfin, faut pas s'étonner de mal dormir après avoir lu un bouquin de business qui va te rappeler tous tes problèmes RH et compagnie, quoi. Oui, exactement. c'est clair, t'as raison. Génial. Écoute, Mayline, je te remercie 1000 fois pour ton temps, tout ce que t'as partagé avec nous. C'était absolument passionnant et franchement, mais un immense bravo pour tout ce que t'as accompli. C'est très, très inspirant. Je trouve que c'est inspirant d'avoir assumé de vivre ses passions un peu envers et contre tout, et en même temps d'avoir assumé, en fait, j'ai l'impression à chaque fois quand je t'écoute que tu t'as réussi à t'écouter à chaque fois. T'as réussi à t'écouter quand tu t'es dit je veux devenir réserviste et puis finalement t'engager. Tu t'es écouté aussi quand tu t'es dit j'ai envie de devenir espionne, et puis après quand à un moment donné t'as dit c'est fini, maintenant je vais passer à autre chose et je vais devenir entrepreneur. Donc c'est une belle leçon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est souvent d'ailleurs bien dommage, qui n'osent pas écouter finalement ses instincts, ses sensations, et qui peuvent vivre pendant 10 ans, 20 ans en fait, une vie qui n'est pas la leur, et je trouve ça formidable de voir que tu l'as fait, c'est très inspirant, donc un grand merci. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être que tu auras envie de faire passer à l'audience qui nous écoute à l'aune de tout ce qu'on s'est dit? Déjà merci Pauline, vraiment j'ai adoré cette discussion, et puis tout simplement oser, foncer, quel que soit ce que vous avez envie d'entreprendre. Ça serait le plus grand cadeau que vous ferez à la suite de cet épisode, c'est d'oser ce qu'il y a dans le coin de votre tête. Foncez, de toute façon, ça sera toujours merveilleux et les gens vous aimeront toujours. Il n'y a pas de sujet avec ça. Et comme ça fera toujours un souvenir à garder. Et il y aura toujours un souvenir. Merci Mayline. Merci.